Le miroir de Versailles. Le reflet troublant. Le soleil couchant de septembre baignait la galerie des glaces d'une lueur dorée, ses derniers rayons dansant sur les cristaux des lustres centenaires. Claire Dubois, restauratrice d'art renommée du musée d'Orsay, se tenait immobile au milieu de cette splendeur, son regard captivé par le spectacle des ombres allongées qui semblaient faire revivre les fantômes de la cour de Louis XIV. À 40 ans, Claire avait consacré sa vie à préserver les trésors du passé. Ses cheveux auburn, négligemment noués en chignon, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui captaient la lumière du soir. Ses yeux verts, perçants et analytiques, scrutaient chaque détail de la galerie mythique avec l'attention méticuleuse qui avait fait sa réputation dans le monde de la restauration d'art. Mademoiselle Dubois appela une voix grave qui résonna dans l'espace majestueux. Bernard Lefebvre, le conservateur en chef du château de Versailles, s'avançait vers elle d'un pas mesuré. Grand et mince, la soixantaine élégante, il incarnait parfaitement l'image du gardien de ce temple de l'histoire française. « Je suis ravi que vous ayez pu venir si rapidement. » Claire se tourna vers lui, ses talons claquant doucement sur le parquet historique. « Comment aurais-je pu refuser une invitation aussi intrigante, monsieur Lefebvre ? Votre appel concernant un miroir d'époque nécessitant une restauration urgente a piqué ma curiosité. » Le conservateur esquissa un sourire énigmatique. « Suivez-moi, dit-il en la guidant vers l'extrémité sud de la galerie. L'objet en question est particulier. » Ils s'arrêtèrent devant un miroir ovale qui se distinguait des autres par son cadre exceptionnellement ouvragé. Des roses dorées à la feuille s'entrelaçaient autour du verre, leurs épines semblant presque réelles dans la lumière déclinante. Claire nota immédiatement que, contrairement aux autres miroirs qui renvoyaient les dernières lueurs du jour, celui-ci semblait les absorber, créant une sorte de voile sombre sur sa surface. « Il date de l'époque de Marie-Antoinette, expliqua Lefebvre, sa voix prenant un ton plus bas, presque conspirateur. Les archives mentionnent qu'il fut créé par un artisan dont le nom a été mystérieusement effacé des registres. La reine elle-même l'aurait fait installer dans ses appartements privés. » Claire s'approcha, fascinée par les détails du cadre. Ses doigts experts effleurèrent délicatement les motifs dorés. « La facture est exceptionnelle, murmura-t-elle. Regardez la précision de ces pétales, la finesse des feuilles. C'est presque comme si elles avaient été moulées sur de véritables roses. » Alors qu'elle se penchait pour examiner de plus près le travail d'orfèvrerie, quelque chose d'étrange attira son attention. Son reflet semblait légèrement décalé, comme si l'image mettait une fraction de seconde à suivre ses mouvements. Elle cligna des yeux, attribuant d'abord ce phénomène à la fatigue du voyage depuis Paris. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua Lefebvre, son regard se faisant plus grave. Ce miroir a une histoire. Les archives mentionnent des incidents inexpliqués survenus en sa présence. Des disparitions, des accidents. La plus notable étant celle d'une dame de compagnie de la reine, une certaine Élise de Montfort, qui aurait été vue pour la dernière fois devant ce miroir la veille du départ de la famille royale pour Paris en 1789. Claire sentit un frisson parcourir sa nuque malgré la chaleur persistante de cette fin de journée d'été. Des disparitions, répéta-t-elle, sceptique mais intriguée. Vous ne croyez tout de même pas. Je ne crois rien, mademoiselle Dubois, l'interrompit doucement Lefebvre. Je me contente de vous rapporter les faits consignés dans nos archives. Des faits que mes prédécesseurs ont jugés suffisamment importants pour les documenter méticuleusement. Claire reporta son attention sur le miroir, étudiant maintenant son propre reflet avec une attention accrue. Ses traits lui apparaissaient étrangement flous, comme vus à travers une fine couche d'eau. Et il y avait cette sensation. Cette impression dérangeante d'être observée non pas par son reflet, mais à travers lui. Soudain, elle crut apercevoir une silhouette en robe d'époque qui se tenait derrière son reflet. Une jeune femme aux cheveux poudrés, vêtue d'une robe de soie bleue, qui la fixait avec une intensité troublante. Claire se retourna brusquement, mais la galerie était vide, à l'exception de Lefebvre qui consultait son téléphone portable à quelques pas de là. « Tout va bien » s'enquit-il en relevant la tête. Claire passa une main sur son visage, tentant de rassembler ses pensées. « Oui, La fatigue, sans doute. Vous disiez que ce miroir nécessite une restauration ? » Lefebvre rangea son téléphone et sortit une clé ancienne de sa poche. Le cadre présente des signes de dégradation qui nous inquiètent. Certaines dorures s'écaillent, et nous avons remarqué des micro-fissures dans le verre lui-même. Nous souhaitons une intervention préventive avant que les dommages ne s'aggravent. Il s'approcha d'une porte dissimulée dans les boiseries et l'ouvrit, révélant un petit cabinet adjacent. Nous avons aménagé cet espace en atelier temporaire pour vous.
Le miroir y sera transféré demain matin à la première heure. Vous y trouverez tout l'équipement nécessaire, et bien sûr, vous aurez accès à nos archives pour vos recherches. Claire pénétra dans la pièce, appréciant d'un œil professionnel l'installation. La lumière naturelle entrait par une haute fenêtre donnant sur les jardins, et des spots modernes avaient été stratégiquement placés pour un éclairage optimal. Une grande table de travail occupait le centre de l'espace, entourée d'étagères garnies de matériel de restauration. C'est parfait, approuva TL. Je pourrai commencer dès demain. Mon assistante, Sophie Martinez, me rejoindra dans l'après-midi avec le matériel complémentaire de mon atelier parisien. Alors qu'elle se retournait vers la galerie des glaces, son regard fut à nouveau attiré par le miroir mystérieux. Dans la pénombre grandissante, il semblait émettre une faible lueur, comme une invitation silencieuse à percer ses secrets. Une dernière chose, ajouta Lefebvre, sa main s'attardant sur la poignée de la porte. Les femmes de ménage refusent de nettoyer cette section de la galerie après le coucher du soleil. Elles prétendent entendre des voix, des murmures en français ancien. Il eut un petit rire qui sonnait faux. Des superstitions, bien sûr, mais, encouragea Claire, sentant qu'il hésitait à poursuivre. Mais je vous conseille néanmoins de ne pas travailler trop tard. Certains objets, certains lieux portent en eux une histoire qui dépasse notre compréhension moderne. Ce miroir, par exemple. Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Disons simplement que plus je travaille dans ce château, plus je deviens humble face au mystère qu'il renferme. Sur ces paroles énigmatiques, il prit congé, laissant Claire seule avec ses pensées et le reflet troublant du miroir qui semblait la suivre des yeux alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel à Versailles, Claire rêva de couloirs infinis bordés de miroirs, où une jeune femme en robe bleue la poursuivait en l'appelant par son nom, sa voix un écho désespéré à travers les siècles. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, avec la certitude que ce qui l'attendait au château était bien plus qu'une simple restauration d'art. Le miroir de Marie-Antoinette gardait ses secrets, et Claire Dubois allait bientôt découvrir que certains reflets peuvent être des portes vers un passé qui refuse de mourir. Les murmures du passé. L'aube se levait à peine sur les jardins de Versailles lorsque Claire Dubois pénétra dans son atelier temporaire. Les premiers rayons du soleil traversaient la haute fenêtre, projetant des ombres dansantes sur le miroir qui avait été installé pendant la nuit. Dans la lumière naissante, le cadre doré semblait presque vivant, ses roses sculptées paraissant frémir sous la caresse du jour nouveau. Claire déposa son sac de travail sur la grande table centrale et en sortit méthodiquement ses instruments, loupe, appareil photo spécialisé, microscope portable, et tout l'attirail nécessaire à un examen approfondi. Ses gestes étaient précis, automatiques, fruits de 20 ans d'expérience dans la restauration d'œuvres d'art. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement ce matin-là, comme si son corps percevait une menace que son esprit rationnel refusait d'admettre. Du café ? Une voix jeune et enjouée la fit sursauter. Sophie Martinez, son assistante depuis 2 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte, brandissant 2 gobelets fumants de la meilleure boulangerie de Versailles. À 25 ans, Sophie incarnait l'enthousiasme de la jeunesse, avec ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. « Tu es mon ange gardien », sourit Claire en acceptant avec gratitude le gobelet. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » « Je n'arrivais pas à dormir », avoua Sophie en s'approchant du miroir. « C'est lui, alors ? Le fameux miroir hanté de Marie-Antoinette ?» Elle s'interrompit brusquement, les yeux écarquillés. « C'est étrange. Mon reflet semble décalé, compléta Claire. Je l'ai remarqué hier soir. Probablement un effet dû à la composition particulière du verre. C'est justement ce que nous allons étudier aujourd'hui. » Les 2 femmes commencèrent leur travail avec la rigueur scientifique qui caractérisait leur approche. Sophie installait le matériel d'analyse spectrale pendant que Claire photographiait minutieusement chaque centimètre carré du cadre sous différents angles. « Regarde ça », murmura Claire après 1 heure d'examen. Ces marques le long du cadre. On dirait des inscriptions. Sophie s'approcha, ajustant ses lunettes. En effet, pratiquement invisibles à l'œil nu, des symboles étranges couraient le long du cadre doré, dissimulés dans les entrelacs des roses sculptées. On dirait, du latin. Non, attendez. Elle plissa les yeux. C'est plus ancien que ça. Claire sortit une petite lampe UV de sa mallette et éclaira les inscriptions. Sous la lumière violette, les symboles semblèrent brièvement luire d'un éclat verdâtre avant de s'estomper à nouveau. Il faut photographier ça, dit-elle en attrapant son appareil spécialisé. Alors qu'elle ajustait la mise au point, une voix de femme murmura distinctement en français ancien,
libérez-moi. Les deux restauratrices se figèrent. Sophie laissa échapper un petit cri. Vous avez entendu? Ce doit être le vent dans les couloirs, répondit Claire automatiquement, mais sa voix manquait de conviction. Le château était parfaitement silencieux ce matin-là, pas une brise ne soufflait. Elles reprirent leur travail, mais l'atmosphère avait changé. Chaque ombre semblait plus profonde, chaque reflet plus trompeur. Sophie commença l'analyse de la composition du verre à l'aide d'un spectromètre portable. Ces résultats sont fascinants, dit-elle après un moment. Le verre contient des traces de métaux que je n'ai jamais vues dans des miroirs d'époque. Il y a de l'argent, bien sûr, mais aussi, attendez. Elle fronça les sourcils en consultant ces données. Du rhodium? C'est impossible, ce métal n'a été découvert qu'au début du XIXe siècle. Claire s'approcha pour examiner les résultats, mais son attention fut soudain captée par son reflet dans le miroir. Pendant une fraction de seconde, elle aurait juré voir une jeune femme en costume d'époque à sa place, les yeux emplis de désespoir. Un coup frappé à la porte les fit sursauter toutes les deux. Bernard Lefebvre entra, accompagné d'un homme que Claire n'avait jamais vu. Grand, élégant, la cinquantaine distinguée, il portait un costume 3 pièces impeccable et une expression indéchiffrable. Mademoiselle Dubois, dit Lefebvre, permettez-moi de vous présenter le professeur Alexandre Valmont, de l'Institut d'Histoire des Arts. Il s'intéresse particulièrement à ce miroir. Valmont s'avança, tendant une main que Claire trouva étrangement froide. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail, mademoiselle Dubois. Votre restauration du tableau de la Tour au Louvre était remarquable. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sorte de résonance ancienne, qui mit Claire mal à l'aise. Ses yeux, d'un gris presque métallique, semblaient voir au-delà des apparences. Avez-vous fait des découvertes intéressantes? Demanda-t-il en s'approchant du miroir. Claire nota qu'il évitait soigneusement de regarder son propre reflet. Nous commençons à peine, répondit-elle prudemment. Mais la composition du verre est inhabituelle. Ah oui? Son ton était légèrement trop intéressé. En quoi? Avant que Claire ne puisse répondre, Sophie laissa échapper un cri étouffé. Le spectromètre venait de s'éteindre brusquement, et une odeur de brûlé s'échappait de l'appareil. Ce n'est rien, dit rapidement Valmont. Ces vieux objets peuvent parfois interférer avec les équipements électroniques modernes. Une question de champ magnétique, sans doute. Claire n'était pas convaincue. En 20 ans de carrière, elle n'avait jamais vu un objet d'art faire griller un appareil de mesure. Lefebvre consulta sa montre. Nous devrions vous laisser travailler. Le professeur Valmont repassera plus tard pour discuter de vos découvertes. Après leur départ, Sophie se tourna vers Claire. Il y a quelque chose d'étrange chez ce Valmont. Vous avez remarqué? Quand il est entré dans la pièce, la température a semblé chuter de plusieurs degrés. Claire acquiesça distraitement, son attention à nouveau captée par le miroir. Dans la lumière changeante de la matinée, elle aurait juré voir des formes se mouvoir dans les profondeurs du verre, comme des ombres dansant derrière un voile de brume. Elle sortit son carnet et commença à noter ses observations, mais ses pensées dérivaient constamment vers les événements étranges qui s'accumulaient, les reflets décalés, la voix mystérieuse, les inscriptions anciennes, et maintenant ce professeur énigmatique. Soudain, un bruit métallique la fit sursauter. Un de ses instruments venait de tomber de la table, bien qu'il ait été posé loin du bord. Alors qu'elle se penchait pour le ramasser, elle aperçut une forme sombre dans le miroir, juste derrière son reflet. Une silhouette féminine en robe d'époque, les cheveux poudrés, qui tendait une main vers elle comme pour l'avertir. Claire se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Sophie était absorbée dans la lecture des données sauvegardées avant la panne du spectromètre, inconsciente du drame silencieux qui se jouait. Sophie, dit Claire d'une voix qu'elle s'efforça de garder calme, je crois qu'il est temps de faire des recherches dans les archives. Ce miroir a une histoire, et nous devons la découvrir. Son assistante leva les yeux de son écran. Vous pensez aux disparitions mentionnées par Monsieur Lefebvre? Entre autres. Claire jeta un dernier regard au miroir. Cette fois, son reflet lui apparut normal, mais elle ne pouvait se débarrasser de la sensation que quelque chose ou quelqu'un l'observait depuis les profondeurs du verre. Je commence à croire que nous sommes face à bien plus qu'une simple restauration d'art. Que voulez-vous dire? Claire hésita, cherchant ses mots. Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire cette sensation grandissante que le miroir n'était pas seulement un témoin de l'histoire, mais un acteur à part entière? Je ne sais pas encore, dit-elle finalement. Mais je compte bien le découvrir.
Il y a des secrets dans ce miroir, Sophie. Des secrets qui attendent depuis des siècles d'être révélés. Un coup de vent soudain fit claquer la fenêtre, faisant sursauter les deux femmes. Dans le miroir, pendant une fraction de seconde, Claire crut voir un sourire se dessiner sur les lèvres de son reflet, un sourire qui n'était pas le sien. L'âme prisonnière. Les archives du château de Versailles s'étendaient dans un dédale de couloirs souterrains, loin des dorures et des fastes des étages supérieurs. L'air y était chargé de l'odeur caractéristique des vieux papiers et du temps figé. Claire Dubois et Sophie Martinez progressaient lentement entre les étagères chargées de documents, leurs pas résonnant sur le sol en pierre. « Par ici, » murmura Madame Leroux, l'archiviste en chef, une femme menue aux cheveux gris et au regard vif derrière ses lunettes demi-lune. Les documents concernant les appartements de Marie-Antoinette sont dans cette section. Mais... Elle hésita, jetant un regard inquiet autour d'elle. Les registres de cette période sont parfois incomplets. Claire comprit l'allusion. La Révolution avait laissé des cicatrices profondes dans les archives du château, de nombreux documents ayant été détruits ou dispersés pendant les années de chaos. Nous recherchons spécifiquement des informations sur un miroir, expliqua Claire. Un miroir ovale au cadre orné de roses dorées, et peut-être des mentions d'une certaine Élise de Montfort. Le visage de l'archiviste s'assombrit à ce nom. Élise de Montfort ? Oui, je connais cette histoire. Une bien triste affaire. Elle s'arrêta devant une étagère et en tira un épais registre relié de cuir. Voici le journal des présences à la cour pour l'année 1789. Élise y est mentionnée comme dame de compagnie de la reine jusqu'à sa disparition. Sophie sortit son ordinateur portable pour prendre des notes pendant que Claire feuilletait délicatement les pages jaunies. Les écritures élégantes détaillaient la vie quotidienne de la cour, les allées et venues des courtisans, les événements mondains. Là, s'exclama soudain Sophie, pointant une entrée datée du 5 octobre 1789. Une note concernant la disparition inexpliquée de Mademoiselle de Montfort, vue pour la dernière fois dans les appartements de la reine la veille du départ forcé pour Paris. Claire se pencha pour lire le passage. En marge, une annotation plus récente, datant apparemment du milieu du XIXe siècle, faisait référence à un « miroir maudit » et à des « phénomènes inexpliqués ». Il y a autre chose, dit Madame Leroux en sortant un mince dossier d'un tiroir. Ces documents ont été retrouvés récemment lors de la rénovation d'une aile du château. Il mentionne un certain Giacomo Salvatore, un artisan italien qui aurait créé le miroir sur commande spéciale de la reine. Claire ouvrit le dossier avec précaution. Les documents, rédigés en italien et en français, révélaient une correspondance troublante. Salvatore n'était pas un simple artisan, mais un alchimiste réputé pour ses expériences sur l'emprisonnement des âmes. « Mon Dieu » murmura Claire en lisant. Il prétendait avoir trouvé le moyen de capturer l'essence de la jeunesse éternelle dans le verre des miroirs. La reine aurait commandé cet objet dans l'espoir de préserver sa beauté à jamais. Sophie frissonna. Mais quelque chose a mal tourné, n'est-ce pas? Apparemment, confirma Claire en tournant une page. Salvatore a disparu peu après la livraison du miroir, laissant derrière lui des notes cryptiques sur un prix terrible à payer et des âmes emprisonnées. Un bruit sur les filles sursautait toutes les trois. Un livre venait de tomber d'une étagère proche, s'ouvrant sur une page qui attira immédiatement l'attention de Claire. C'était un journal intime, celui d'Élise de Montfort elle-même. Les mains tremblantes, Claire commença à lire à voix haute, « Le miroir n'est pas ce qu'il semble. Je l'ai vu, la nuit dernière. » Des visages dans le verre, des voix qui appellent. La reine ne comprend pas le danger. Salvatore nous a tout trompés. Ce n'est pas un objet de beauté, c'est une prison pour les âmes. Et il a faim. Un courant d'air glacé traversa soudain les archives, faisant vaciller les lampes. Sophie resserra son gilet autour d'elle, son visage pâle dans la lumière fluctuante. Il y a plus, continua Claire, tournant fébrilement les pages. Élise écrit qu'elle a découvert la vérité sur le miroir. Salvatore avait créé un portail vers quelque chose d'autre. Un endroit entre les mondes où les âmes pouvaient être piégées et leur énergie vitale extraite pour alimenter des rituels d'immortalité. Madame Leroux s'approcha, son visage tendu. Il y a toujours eu des rumeurs sur ce miroir. Des bruits étranges, des reflets qui ne correspondent pas à la réalité, des visiteurs qui se sentent mal en sa présence. Claire allait répondre quand son téléphone vibra. C'était un message de Bernard Lefebvre, « Venez immédiatement. Incident dans votre atelier. » Les trois femmes remontèrent en hâte vers les étages supérieurs. Dans le couloir menant à l'atelier, elles trouvèrent Lefebvre et Valmont en grande discussion animée.
Que s'est-il passé? Demanda Claire, essoufflée. Une des femmes de ménage, répondit Lefebvre, visiblement perturbée. Elle nettoyait près du miroir et elle dit avoir vu quelque chose. Elle est en état de choc. Claire se précipita dans l'atelier. Le miroir semblait différent dans la lumière de l'après-midi, plus sombre, plus menaçant. En s'approchant, elle remarqua que la surface du verre ondulait légèrement, comme de l'eau troublée par une brise invisible. Claire. Le cri de Sophie la fit se retourner. Son assistante fixait son propre reflet dans le miroir avec une expression d'horreur. Il y a quelqu'un, quelque chose. Avant que Claire ne puisse réagir, Sophie tendit la main vers la surface du miroir. Ses doigts effleurèrent le verre, et soudain, son corps se raidit. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis d'une terreur pure. Sophie, non. Claire se précipita vers elle, mais trop tard. Un éclair de lumière blanche jaillit du miroir, aveuglant tous les présents. Quand la vision de Claire s'éclaircit enfin, Sophie gisait inconsciente sur le sol. Mais dans le miroir, son reflet était toujours debout, souriant d'un air malveillant. « Mon Dieu » murmura Valmont, son visage habituellement impassible trahissant une émotion indéfinissable. Ça a commencé. Claire s'agenouilla près de Sophie, vérifiant son pouls. Il était faible mais régulier. La jeune femme respirait, mais ses yeux, bien couverts, étaient vides de toute expression. « Qu'est-ce qui a commencé » demanda Claire, la voix tremblante de colère et de peur. « Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Vous saviez que cela pouvait arriver. » Valmont échangea un regard avec Lefebvre. Le miroir. Il se réveille. Après toutes ces années, il a trouvé une nouvelle âme à capturer. Claire se releva lentement, affrontant les deux hommes du regard. Vous allez me dire exactement ce que vous savez. Maintenant. Parce que je viens de trouver le journal d'Élise de Montfort, et je commence à comprendre ce qui se passe ici. Dans le miroir, le reflet de Sophie souriait toujours, mais ses traits commençaient à se brouiller, se transformant progressivement en ceux d'une autre femme, une femme en costume d'époque que Claire reconnut immédiatement d'après les portraits des archives, Élise de Montfort elle-même. Le miroir ne capture pas simplement les âmes, dit Claire, les pièces du puzzle s'assemblant enfin dans son esprit. Il les conserve. Les maintient prisonnières. Et maintenant, il a Sophie. Pas seulement Sophie, répondit Valmont d'une voix grave. Le miroir est un portail, mademoiselle Dubois. Un portail créé par un homme qui croyait avoir trouvé le secret de l'immortalité. Mais le prix à payer. Il s'interrompit, son regard se perdant dans les profondeurs du miroir. Le prix est toujours trop élevé. Un gémissement faible s'échappa des lèvres de Sophie. Claire se précipita à ses côtés, mais les yeux de la jeune femme restaient désespérément vides, fixés sur un point invisible. Dans le miroir, les visages continuaient de se transformer, montrant une succession d'âmes emprisonnées à travers les siècles. Et derrière eux tous, Claire pouvait maintenant voir une ombre plus sombre, plus ancienne, qui semblait les observer avec une faim insatiable. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres allongées dans l'atelier. Claire savait qu'elle devait agir vite. Quelque part dans les profondeurs du miroir, l'âme de Sophie était prisonnière, et le temps pressait. Mais pour la sauver, elle devrait d'abord percer les secrets d'un artefact vieux de plusieurs siècles, affronter des forces qu'elle ne comprenait pas encore, et peut-être risquer sa propre âme dans le processus. Les gardiens du secret. L'hôpital de Versailles baignait dans la lumière blafarde des néons, créant une atmosphère irréelle qui contrastait violemment avec les ors et les fastes du château. Claire Dubois se tenait immobile devant la fenêtre de la chambre 213, observant la pluie fine qui tombait sur la ville. Derrière elle, le corps inerte de Sophie reposait dans un lit d'hôpital, relié à des machines qui émettaient un bip régulier, seul signe que la jeune femme était encore en vie. État catatonique profond, avait déclaré le médecin, perplexe. Ses fonctions vitales sont normales, mais c'est comme si son esprit était ailleurs. Son esprit est ailleurs, murmura Claire pour elle-même, repensant au reflet animé qu'elle avait vu dans le miroir. Un reflet qui continuait de bouger alors que Sophie gisait inconsciente sur le sol de l'atelier. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. Alexandre Valmont se tenait dans l'encadrement, son élégance habituelle quelque peu froissée par ce qui semblait être une nuit sans sommeil. « Comment va-t-elle » demanda-t-il en s'approchant du lit. Claire se retourna, l'observant avec méfiance. « Son corps va bien. Mais vous et moi savons que ce n'est pas son corps qui est en danger, n'est-ce pas, professeur ?» Valmont soupira, passant une main dans ses cheveux gris. Pour la première fois,
Il semblait montrer des signes de fatigue, comme si un masque se fissurait. Non, en effet. Il s'approcha de la fenêtre, son regard se perdant dans la brume matinale. Le miroir, il n'était pas censé se réveiller si tôt. Nous pensions avoir plus de temps. Nous? Claire s'avança, les poings serrés. Qui sont ces « nous », professeur? Qui êtes-vous réellement? Il se tourna vers elle, et pendant un instant, Claire crut voir quelque chose d'ancien, de très ancien, dans ses yeux gris. Je suis un gardien, dit-il finalement. L'un des derniers membres d'une société secrète créée au XVIIIe siècle pour protéger et surveiller certains objets particuliers. Des objets comme le miroir de Salvatore. Les gardiens du secret, murmura Claire, se rappelant soudain une mention dans le journal d'Élise. Elle en parlait. Une société d'occultistes et d'alchimistes. Pas seulement, corrigea Valmont. Nous sommes aussi des historiens, des conservateurs, des protecteurs. Nous veillons à ce que certains artefacts ne tombent pas entre de mauvaises mains, à ce que certains secrets restent contenus. Un gémissement faible s'échappa des lèvres de Sophie, attirant leur attention. Pendant une fraction de seconde, ses yeux s'ouvrirent, révélant non pas leur couleur brune habituelle, mais un bleu glacier qui n'était pas le sien. Elle lutte, dit Valmont, s'approchant du lit. Son âme essaie de revenir, mais le miroir. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Le miroir a faim. Il se nourrit de l'essence vitale de ceux qu'il capture. Plus il reste prisonnier longtemps, plus il devient difficile de les libérer. Claire s'assit sur le bord du lit, prenant la main froide de Sophie dans la sienne. Combien de temps nous reste-t-il? Jusqu'à la prochaine pleine lune. 3 jours. Valmont sortit une montre à gousset en argent de sa poche, son cadran couvert de symboles étranges. C'est lors des pleines lunes que le pouvoir du miroir est le plus fort. S'il parvient à consumer entièrement l'âme de votre assistante à ce moment-là. Il laissa sa phrase en suspens, mais Claire comprit. Sophie serait perdue à jamais, rejoignant les autres âmes prisonnières dans les profondeurs du miroir. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Pourquoi le miroir s'est-il réveillé, après tant d'années? Valmont hésita, jouant nerveusement avec sa montre. Il y a des cycles, des moments où le voile entre les mondes devient plus mince. Mais aussi. Il la regarda intensément. Votre présence a peut-être catalysé quelque chose. Vous avez un lien avec tout ceci, mademoiselle Dubois. Un lien dont vous n'avez pas encore conscience. Un coup à la porte les interrompit. Bernard Lefebvre entra, portant une épaisse enveloppe en cuir. J'ai trouvé quelque chose, dit-il sans préambule. Dans les archives personnelles de ma famille. Mon arrière-grand-père était conservateur à Versailles pendant la Commune de Paris. Il étala plusieurs documents sur la table d'hôpital. Des photographies jaunies, des lettres, des coupures de journaux. Sur l'une des photos, Claire reconnut le miroir, mais dans un état bien différent. Le cadre était noirci, comme brûlé, et le verre semblait fissuré. En 1871, pendant les troubles, un groupe de révolutionnaires a tenté de détruire le miroir, expliqua Lefebvre. Ils connaissaient son pouvoir, son histoire. Mais ils ont échoué. Le miroir s'est défendu. Défendu, répéta Claire, incrédule. 12 hommes sont morts cette nuit-là, dit Valmont gravement. Leurs corps ont été retrouvés devant le miroir, vidés de toute vie. Mais leurs reflets sont restés piégés dans le verre pendant des semaines avant de s'estomper. Claire frissonna, repensant aux ombres qu'elle avait aperçues dans les profondeurs du miroir. Combien d'âmes avaient été emprisonnées au fil des siècles? Combien de vies consumées par la faim insatiable de cet objet maudit? Un mouvement attira son attention. Dans la vitre de la fenêtre, son reflet semblait différent. Plus âgé, plus noble, vêtu d'une robe d'époque. Elle cligna des yeux, et l'image disparut. Il y a autre chose, dit Lefebvre, sortant un dernier document de l'enveloppe. Une liste des victimes du miroir au fil des siècles. Et regardez ce nom. Claire se pencha sur le document, et son sang se glaça. Parmi les noms figurait celui de Marie-Claire Dubois, dame de compagnie, disparue en 1785. Mon arrière-grand-mère, murmura-t-elle. Elle travaillait au château. Le sang appelle le sang, dit Valmont doucement. Le miroir vous a attiré ici pour une raison. Vous êtes lié à son histoire, à son pouvoir. Peut-être êtes-vous la clé pour le détruire, ou peut-être êtes-vous sa prochaine victime. Un coup de tonnerre fit vibrer les vitres de l'hôpital. Dans son lit, Sophie s'agita, murmurant des mots incompréhensibles en français ancien.
Nous devons agir vite, déclara Valmont, consultant à nouveau sa montre étrange. La pleine lune approche, et avec elle, le moment où le pouvoir du miroir sera à son apogée. Si nous voulons sauver votre assistante et mettre fin à cette malédiction, nous devons. Il s'interrompit brusquement, son visage se figeant dans une expression de surprise. Dans le reflet de la fenêtre, une silhouette en robe d'époque venait d'apparaître derrière lui, posant une main spectrale sur son épaule. « Élise, murmura-t-il, et pour la première fois, Claire entendit de la peur dans sa voix. La température de la pièce chuta brutalement. Les machines reliées à Sophie s'affolèrent pendant quelques secondes avant de revenir à la normale. Et dans le verre de la fenêtre, le reflet d'Élise de Montfort souriait, un sourire qui n'avait rien d'amical. « Le temps presse, dit Valmont, retrouvant son sang-froid. Le miroir sent que nous complotons contre lui. Il va tenter de nous arrêter. »« Comment » demanda Claire, bien que redoutant la réponse. « En utilisant les âmes qu'il a capturées. En les retournant contre nous. En nous tentant avec des promesses de pouvoir et d'immortalité. » Il se tourna vers elle, son regard plus intense que jamais. « Êtes-vous prête à risquer votre propre âme pour sauver celle de votre assistante ?» Claire regarda Sophie, si jeune, si vulnérable dans son lit d'hôpital. Puis elle pensa à sa propre ancêtre, prisonnière du miroir depuis plus de 2 siècles. À toutes ces âmes perdues, attendant d'être libérées. « Que devons-nous faire » demanda-t-elle simplement. Valmont sortit une clé ancienne de sa poche, une clé qui semblait faite d'un métal noir inconnu. « Nous devons retourner au château. Cette nuit. Il existe un moyen de détruire le miroir, mais le prix à payer. » Il hésita. Le prix pourrait être plus élevé que vous ne l'imaginez. Un nouveau coup de tonnerre ébranla l'hôpital. Dans son lit, Sophie ouvrit brièvement les yeux, révélant à nouveau ce bleu glacier si peu naturel, et murmura d'une voix qui n'était pas la sienne, « Il arrive. » Le prix de l'immortalité. La nuit était tombée sur Versailles, transformant les jardins du château en un labyrinthe d'ombres mouvantes. Claire Dubois suivait Valmont à travers les allées désertes, leurs pas crissant sur le gravier humide. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'électricité, comme si un orage menaçait d'éclater à nouveau. « Les jardins sont différents la nuit, » murmura Valmont, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles. Les frontières entre les mondes s'amincissent. Les esprits du passé se réveillent. Claire frissonna, resserrant son manteau autour d'elle. Depuis qu'ils avaient quitté l'hôpital, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observée. Les statues qui bordaient les allées semblaient suivre leurs mouvements de leurs yeux de pierre. « Où allons-nous » demanda-t-elle, alors qu'ils s'éloignaient des chemins principaux. « Aux catacombes » répondit Valmont. Sous le château se trouve un réseau de tunnels que peu de gens connaissent. C'est là que les gardiens conservent leurs secrets les plus sombres. Ils atteignirent une petite porte dissimulée dans un bosquet. Valmont sortit sa clé noire et l'inséra dans la serrure. Le métal sembla absorber la faible lumière des lanternes du jardin. « Avant d'entrer, dit-il en se tournant vers Claire, vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous allez voir, ce que vous allez apprendre, il n'y aura pas de retour en arrière possible. » Claire pensa à Sophie, allongée dans son lit d'hôpital, son âme prisonnière du miroir maudit. À sa propre arrière-grand-mère, disparue depuis plus de 2 siècles. « Je suis prête, dit-elle fermement. » La porte s'ouvrit sans un bruit, révélant un escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans les profondeurs. Des torchers s'allumèrent d'elles-mêmes à leur passage, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Les catacombes de Versailles ont été construites bien avant le château, expliqua Valmont alors qu'il descendait. À l'époque où cet endroit abritait un ancien temple païen. Les premiers gardiens ont choisi ce lieu pour une raison. L'air devenait plus froid à mesure qu'il s'enfonçait sous terre. » Claire remarqua des symboles gravés dans la pierre, similaires à ceux qu'elle avait vus sur le cadre du miroir. « Voilà, dit Valmont en s'arrêtant devant une lourde porte de bois. La bibliothèque secrète des gardiens. » La pièce qui s'ouvrit devant eux était immense, ses murs couverts d'étagères croulant sous le poids de livres anciens et de parchemins jaunis. Des vitrines contenaient des objets étranges, cristaux aux reflets inquiétants, amulettes couvertes de runes, et ce qui ressemblait à des miroirs brisés. « Tout a commencé ici, dit Valmont en allumant des bougies disposées sur une grande table centrale. En 1774, quand Giacomo Salvatore est arrivé à la cour de France avec ses promesses d'immortalité. Il sortit un épais grimoire d'une étagère, sa couverture en cuir noir ornée de motifs complexes. Le journal de Salvatore lui-même. Il y décrit ses recherches sur ce qu'il appelait l'essence vitale, l'âme humaine. Claire s'approcha pour examiner le livre.
Les pages étaient couvertes d'une écriture serrée en italien ancien, accompagnée de dessins anatomiques inquiétants et de diagrammes ésotériques. Salvatore croyait avoir trouvé le moyen de capturer l'essence vitale dans le verre des miroirs, continua Valmont. Mais il lui fallait un miroir spécial, créé selon des spécifications précises, avec des matériaux rares et des rituels complexes. Et Marie-Antoinette lui a fourni ce dont il avait besoin, compléta Claire. La reine était obsédée par l'idée de préserver sa jeunesse, acquiesça Valmont. Elle a donné à Salvatore tout ce qu'il demandait, de l'or, des pierres précieuses, des métaux rares. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le véritable prix à payer serait en vies humaines. Il tourna les pages jusqu'à un passage particulier. Selon Salvatore, le miroir devait être nourri régulièrement d'âmes fraîches pour maintenir son pouvoir. Chaque pleine lune, une nouvelle victime devait être sacrifiée. Claire sentit son sang se glacer. Et les gardiens? Où étaient-ils pendant tout ce temps? Le visage de Valmont s'assombrit. Les premiers gardiens étaient des alchimistes, des occultistes, des chercheurs de vérité. Certains d'entre eux ont été séduits par les promesses de Salvatore. Ils sont devenus ses disciples, l'aidant à perfectionner son œuvre maudite. Il s'approcha d'une vitrine et en sortit ce qui ressemblait à un médaillon en argent. Mais d'autres ont compris le danger. Ils ont formé une faction dissidente, déterminée à arrêter Salvatore et à détruire le miroir. Que s'est-il passé? Demanda Claire, bien que redoutant la réponse. Une bataille a éclaté dans les appartements de la reine. Le miroir a été endommagé, mais pas détruit. Salvatore a disparu, mais son œuvre est restée, continuant à réclamer des victimes au fil des siècles. Claire observa le médaillon que Valmont tenait toujours. Il représentait un œil encadré de symboles qu'elle reconnaissait maintenant comme étant liés à l'alchimie ancienne. Les gardiens se sont divisés, poursuivit Valmont. Certains, comme moi, sont restés fidèles à leur mission de protection. D'autres? Il hésita. D'autres continuent à servir le miroir, cherchant le secret de l'immortalité que Salvatore avait promis. Soudain, une bourrasque glaciale traversa la bibliothèque, faisant vaciller les flammes des bougies. Les pages du grimoire se mirent à tourner d'elles-mêmes, s'arrêtant sur une illustration représentant le miroir en train d'absorber ce qui semblait être des âmes humaines. « Ils sont là, murmura Valmont, son visage tendu. Les autres gardiens. Ils savent ce que nous préparons. Comment peuvent-ils encore être en vie après tout ce temps? Demanda Claire. Le miroir, répondit Valmont. Il leur accorde une forme pervertie d'immortalité en échange de leur service. Mais le prix? Il frissonna. Le prix est terrible. Chaque année, ils doivent lui sacrifier une partie de leur propre essence pour maintenir leur existence. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Claire se rapprocha instinctivement de Valmont. Nous devons nous dépêcher, dit-il en rassemblant rapidement plusieurs objets, le médaillon, des parchemins, une fiole contenant un liquide argenté. Il existe un rituel, décrit dans les dernières pages du journal de Salvatore. Un moyen de détruire le miroir définitivement. Quel est le prix à payer? Demanda Claire, se rappelant les avertissements répétés sur les conséquences de telle magie. Valmont la regarda longuement. Une âme pure doit s'offrir volontairement. Pas pour être consumée par le miroir, mais pour le détruire de l'intérieur. C'est un sacrifice qui... Une voix l'interrompit, une voix que Claire reconnut avec stupeur comme celle de Bernard Lefebvre. Un sacrifice qui ne sera pas nécessaire. Le conservateur se tenait dans l'encadrement de la porte, mais il semblait différent. Plus jeune, d'une certaine manière, malgré les ombres qui creusaient son visage. Derrière lui se tenaient d'autres silhouettes, des hommes et des femmes au visage étrangement ageless, leurs yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Les serviteurs du miroir, gronda Valmont, se plaçant instinctivement devant Claire. Les vrais gardiens, corrigea Lefebvre. Ceux qui comprennent le véritable pouvoir du miroir. Pendant des siècles, nous avons préservé son secret, lui fournissant les âmes dont il avait besoin. Et maintenant? Il sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. Maintenant, il est temps pour une nouvelle ère. Claire sentit quelque chose vibrer dans sa poche. C'était le petit fragment de verre qu'elle avait ramassé dans l'atelier, un éclat du miroir qui s'était détaché lors de l'incident avec Sophie. Il brillait d'une lueur bleutée, pulsant comme un cœur. Le sang appelle le sang, murmura Valmont. Claire, vous devez. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, les bougies s'éteignirent tout en même temps, plongeant la bibliothèque dans les ténèbres. Et dans l'obscurité, Claire entendit le rire d'une femme, un rire qu'elle avait déjà entendu dans ses rêves. Le rire d'Élise de Montfort,
première victime du miroir, qui attendait depuis plus de 2 siècles le moment de sa vengeance. Le choix de Claire. La lune montait lentement dans le ciel nocturne de Versailles, baignant les jardins d'une lueur argentée qui rappelait à Claire l'éclat mystérieux du miroir maudit. Dans son bureau temporaire, elle fixait les documents étalés devant elle, ses mains tremblantes effleurant les pages jaunies par le temps. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère qui aurait été romantique dans d'autres circonstances, mais qui ce soir-là ne faisait qu'accentuer la gravité de sa situation. Valmont et ses disciples se préparaient déjà pour le rituel. Claire les avait observés discrètement, dissimulés derrière une tapisserie ancienne, alors qu'ils transportaient des objets mystérieux vers les sous-sols du château. Des chandelles noires, des grimoires reliés de cuir craquelé, et ce qui ressemblait à des fioles contenant des liquides aux teintes improbables. Leur conversation étouffée avait confirmé ses pires craintes, ils prévoyaient d'utiliser Sophie comme catalyseur pour renforcer le pouvoir du miroir. Le sang jeune est toujours le plus puissant, avait murmuré vanement à l'un de ses acolytes, un sourire cruel déformant son visage aristocratique. Son âme pure amplifiera les propriétés du miroir de façon exponentielle. Cette découverte avait glacé le sang de Claire. Elle avait passé les dernières heures à fouiller frénétiquement dans les archives du château, cherchant désespérément une solution. C'est alors qu'elle était tombée sur un document qui avait tout changé, le journal intime de sa propre arrière-grand-mère, Marie-Louise Dubois, femme de chambre à Versailles pendant la Révolution. Les pages, écrites d'une main tremblante, révélaient une histoire qui avait été soigneusement effacée des mémoires familiales. Marie-Louise avait fait partie d'un groupe de servantes qui avait découvert la véritable nature du miroir. Elles avaient tenté de le détruire pendant les troubles révolutionnaires, profitant du chaos pour agir contre les forces occultes qui habitaient le château. Nous étions 7, écrivait Marie-Louise. Cette femme déterminée à mettre fin à cette abomination. Nous avions réuni les ingrédients nécessaires, volé les grimoires appropriés dans la bibliothèque secrète du comte. Mais ils nous attendaient. Ils avaient toujours un coup d'avance. Claire frissonna en lisant le récit de ce qui s'était passé ensuite. Ses compagnes avaient été capturées une à une, leurs âmes arrachées et emprisonnées dans le miroir. Seule Marie-Louise avait survécu, sauvée par un garde compatissant qui l'avait aidée à s'enfuir du château. Mais avant de partir, elle avait juré sur son sang de revenir un jour pour achever ce qu'elles avaient commencé. Le sang des Dubois est lié à ce miroir désormais, continuait le journal. Notre tentative a créé un lien indissoluble. Seul quelqu'un de notre lignée pourra un jour briser cette malédiction. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Claire lorsqu'une présence familière se manifesta dans le grand miroir ornementé qui dominait son bureau. Le visage d'Élise apparut, plus distinct que jamais. Vous comprenez maintenant, dit le fantôme avec une douceur teintée de tristesse. Pourquoi vous avez toujours été attiré par les miroirs anciens, pourquoi vous avez choisi cette profession. Le destin vous préparait à ce moment. Claire se leva lentement, s'approchant du miroir. Son reflet se mélangeait à celui d'Élise, leurs traits se superposant par moments comme si elle ne faisait qu'une. Il doit y avoir un autre moyen, murmura-t-elle. J'ai passé des siècles à chercher une alternative, répondit Élise. Le miroir exige un équilibre. Une âme pure, offerte volontairement, peut libérer toutes les autres. Mais le sacrifice doit être total, sans réserve ni regret. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Dans le reflet, elle pouvait maintenant voir d'autres visages, des dizaines d'âmes prisonnières qui la regardaient avec espoir. Parmi elles, le visage pâle de Sophie, figé dans une expression de douleur silencieuse. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. La voix de Valmont résonna, donnant des ordres à ses disciples. Il se rapprochait. Le temps presse, avertit Élise. La pleine lune atteindra son zénith dans moins d'une heure. Une fois le rituel commencé, il sera trop tard. Claire se redressa, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux verts. Les années de recherche, son attraction inexplicable pour les miroirs anciens, le destin de sa famille, tout prenait enfin sens. Elle n'était pas arrivée ici par hasard. Valmont n'est pas ce qu'il prétend être, n'est-ce pas, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Élise secoua la tête. Il était là depuis le début. Un des alchimistes qui ont créé le miroir. Il se nourrit de son pouvoir depuis des siècles, sacrifiant des innocents pour maintenir sa propre immortalité. Les pas se rapprochaient. Claire pouvait entendre des bribes de conversation, des instructions pour le rituel à venir. Son esprit travaillait rapidement, assemblant les pièces du puzzle. Le ministère de la Culture n'a jamais envoyé d'experts, réalisa-t-elle à voix haute.
Valmont surveille le miroir depuis des générations, éliminant quiconque s'approche trop près de la vérité. Comme il l'a fait avec vos ancêtres, confirma Élise. Mais vous êtes différente. Vous portez en vous le sang de celles qui ont osé le défier. Vous avez le pouvoir de mettre fin à tout cela. Claire sortit de sa poche le petit carnet où elle avait noté l'incantation trouvée dans les archives. Les mots anciens semblaient pulser d'une énergie propre, comme s'ils attendaient ce moment depuis des siècles. Si je fais cela, murmura-t-elle, si j'offre mon âme. Que adviendra-t-il de moi? Le visage d'Élise s'adoucit. Votre sacrifice brisera le sortilège. Les âmes seront libérées, y compris celle de Sophie. Quant à vous? Elle hésita. Personne ne peut le dire avec certitude. Le miroir n'a jamais connu de don volontaire. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Claire pouvait voir des ombres dans l'interstice sous le battant. Le moment de la décision était venu. Elle se redressa, serrant le carnet contre son cœur. Dans le miroir, les visages des âmes prisonnières la regardaient avec un mélange d'espoir et de crainte. Des siècles de souffrance attendaient leur libération. « Je suis prête, dit-elle simplement. Au moment où la porte commençait à s'ouvrir, Claire sentit une étrange paix l'envahir. Elle était la descendante de Marie-Louise Dubois, l'héritière d'une promesse faite il y a plus de 2 siècles. Le choix qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas seulement le sien, c'était l'accomplissement d'un serment ancien, scellé dans le sang et le courage de celle qui l'avait précédé. Valmont apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle dans la pénombre. Derrière lui, ses disciples formaient une masse sombre et menaçante. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je vois que vous avez fait des découvertes intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser interférer avec notre petit projet. » Claire se tenait droite devant le miroir, son reflet se mélangeant à celui des âmes prisonnières. Elle n'avait plus peur. Pour la première fois de sa vie, elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle devait faire. « C'est terminé, Valmont, déclara-t-elle d'une voix ferme. Votre règne de terreur prend fin ce soir. Le sourire de Valmont s'élargit, révélant pendant un instant son véritable visage, celui d'un être qui avait vécu bien trop longtemps, consumé par une soif insatiable d'immortalité. La lune atteignait son zénith, baignant la pièce d'une lumière argentée. Le moment était venu. Claire Dubois, restauratrice d'art et héritière d'un ancien serment, s'apprêtait à faire face à son destin. Le reflet brisé. La nuit de la pleine lune enveloppait le château de Versailles d'un voile argenté, les jardins baignaient dans une clarté surnaturelle qui semblait émaner des profondeurs mêmes de la terre. Dans l'aile nord du château, les préparatifs du rituel touchaient à leur fin, l'air vibrant d'une énergie ancienne et menaçante. Claire Dubois, le journal d'Élise serré contre sa poitrine, se faufilait dans les couloirs obscurs, ses pas étouffés par les épais tapis d'époque. Son cœur battait la chamade, mais ses mains restaient étonnamment fermes alors qu'elle récitait mentalement l'incantation découverte dans les pages jaunies du journal. Dans une salle adjacente à la galerie des glaces, Valmont et ses disciples avaient disposé des bougies noires en cercle autour du miroir maudit. L'odeur âcre d'herbe brûlée et d'encens emplissait l'air, créant une atmosphère suffocante. Les flammes des bougies vacillaient de manière impossible, projetant des ombres dansantes qui semblaient avoir leur vie propre. Le moment approche, déclara Valmont, sa voix résonnant avec une autorité surnaturelle. Des siècles d'attente touchent enfin à leur fin. Claire observait la scène depuis sa cachette derrière une imposante tapisserie. Les disciples, vêtus de longues robes sombres, psalmodiaient dans une langue oubliée. Leurs voix s'entrelaçaient en une mélodie discordante qui faisait frissonner les murs même du château. Le miroir commençait à luire d'une lumière intérieure, pulsant au rythme des incantations. Dans sa surface trouble, des visages apparaissaient et disparaissaient, Élise, Sophie, et des dizaines d'autres âmes prisonnières, leurs expressions figées dans une souffrance éternelle. Apportez le sacrifice, ordonna Valmont. 2 disciples s'avancèrent, traînant une Sophie inconsciente. La jeune femme, pâle comme la mort, fut positionnée devant le miroir. Ses cheveux blonds semblaient presque blancs sous la lumière lunaire qui filtrait par les hautes fenêtres. C'était le moment que Claire attendait. Se redressant de toute sa hauteur, elle sortit de sa cachette, le journal d'Élise ouvert à la page cruciale. « Ça suffit, Valmont. » Sa voix retentit dans la salle, interrompant le rituel. Les disciples se tournèrent vers elle, surpris, mais Valmont se contenta de sourire, un rictus cruel déformant ses traits aristocratiques. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec une fausse cordialité. Venez-vous vous joindre à notre petite cérémonie? Votre présence est providentielle. »
Je sais ce que vous êtes, répondit Claire, avançant d'un pas déterminé. Un parasite qui se nourrit de la souffrance des autres depuis des siècles. Votre temps est révolu. Le sourire de Valmont s'effaça, remplacé par une expression de rage pure. Pendant un instant, son visage sembla se décomposer, révélant le masque hideux d'un être plusieurs fois sanguinaire. Vous ne comprenez rien, rugit-il. L'immortalité a un prix, et je suis prêt à le payer encore et encore. Claire commença à réciter l'incantation trouvée dans le journal d'Élise. Les mots anciens coulaient de ses lèvres comme de l'eau vive, chaque syllabe chargée de pouvoir. Le miroir se mit à vibrer violemment. Les reflets se multiplièrent, créant un kaléidoscope d'images qui tourbillonnaient comme des feuilles dans une tempête. Les âmes emprisonnées apparurent plus clairement que jamais, leur voix s'élevant en un chœur spectral. Non, hurla Valmont. Arrêtez-la. Mais ses disciples restaient figés, hypnotisés par le spectacle qui se déroulait devant eux. Le miroir pulsait maintenant d'une lumière aveuglante, les roses dorées de son cadre semblant prendre vie, s'enroulant et se déroulant comme des serpents lumineux. Claire continua l'incantation, sa voix gagnant en force à chaque mot. Le sol tremblait sous leurs pieds, les murs eux-mêmes semblant résonner avec le pouvoir des mots anciens. Le sang appelle le sang, murmura la voix d'Élise, émanant du miroir. Le moment est venu. Claire s'approcha du miroir, sentant son attraction magnétique. Dans son reflet, elle pouvait voir toutes les âmes prisonnières qui tendaient leurs mains vers elle, leurs yeux brillants d'espoir. Valmont tenta de s'interposer, mais une force invisible le maintint en place. Son véritable visage se révélait progressivement, celui d'un vieillard desséché, consumé par des siècles d'existence contre nature. « Vous ne pouvez pas faire ça », cria-t-il, sa voix trahissant une peur primitive. « Le miroir exige un équilibre. Une âme pour une âme. » « Je sais, » répondit Claire calmement. « C'est pourquoi je m'offre volontairement. » Elle posa sa main sur la surface du miroir. Le verre était chaud sous ses doigts, vibrant d'une énergie contenue. Les visages des âmes prisonnières se pressaient autour de son reflet, leurs expressions mêlant espoir et inquiétude. « Claire, non. » La voix de Sophie, faible mais claire, brisa le silence. La jeune femme avait repris conscience, luttant pour se redresser. Mais Claire était déterminée. Elle entama la dernière partie de l'incantation, les mots anciens résonnant avec une puissance croissante. Le miroir semblait absorber sa voix, la démultipliant en un millier d'échos. Soudain, une lueur aveuglante envahit la pièce. Claire sentit une force irrésistible la tirer vers le miroir. Son reflet commença à se fondre avec ceux des âmes prisonnières, leurs essences se mêlant dans une danse hypnotique. Valmont hurla de rage et de désespoir. Son corps commençait à se désagréger, des siècles d'existence artificielle s'effritant comme du sable. Ses disciples, libérés de son emprise, s'enfuyaient en désordre. Claire ferma les yeux, acceptant son destin. Elle sentait son âme se détacher doucement de son corps, attirée vers les profondeurs miroitantes. Les visages d'Élise et des autres prisonnières l'entouraient, leurs expressions maintenant empreintes de gratitude et de paix. Mais au moment crucial, alors que Claire était sur le point de franchir le seuil, un bruit assourdissant retentit dans la salle. Sophie, rassemblant ses dernières forces, avait saisi un ancien chandelier et frappé le miroir de toutes ses forces. « Je ne te laisserai pas partir », cria-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Le miroir commença à se fissurer, des lignes argentées serpentant à travers sa surface comme des éclairs. L'énergie contenue pendant des siècles se libéra d'un coup, projetant une onde de choc qui fit trembler le château jusqu'à ses fondations. Les âmes prisonnières s'échappèrent par les fissures, leurs silhouettes lumineuses s'élevant vers le plafond comme des volutes de fumée argentée. Élise fut la dernière à partir, adressant un sourire reconnaissant à Claire avant de disparaître dans la nuit. Valmont et ses disciples, privés du pouvoir du miroir, se transformèrent en poussière en quelques secondes, leur siècle d'existence artificielle prenant fin brutalement. Leurs robes vides tombèrent au sol, seul témoignage de leur présence. Le miroir explosa finalement en 1000 morceaux, projetant des éclats de verre dans toute la pièce. Claire, projetée en arrière par l'explosion, fut rattrapée par Sophie qui la serra dans ses bras. Les deux femmes restèrent enlacées pendant que la poussière retombait lentement. Autour d'elles, les bougies s'étaient éteintes, mais la lumière de la lune continuait d'illuminer la salle à travers les hautes fenêtres. « C'est fini », murmura Sophie, tremblante. Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle pouvait sentir que quelque chose avait changé en elle. Le contact avec le miroir l'avait marqué d'une manière indélébile. Dans les fragments de verre éparpillés sur le sol, des reflets continuaient de danser,
comme des échos lointains des âmes enfin libérées. Le pouvoir du miroir était brisé, mais ses mystères continueraient de hanter les couloirs de Versailles. Au dehors, l'aube commençait à poindre, ses premiers rayons chassant les ombres de cette nuit extraordinaire. Une nouvelle journée se levait sur Versailles, portant avec elle la promesse d'un nouveau chapitre. Les échos du temps. Les semaines qui suivirent la destruction du miroir maudit apportèrent un calme nouveau dans les couloirs de Versailles. Les premiers rayons du soleil printanier traversaient les fenêtres du château, créant des arcs-en-ciel miniatures sur les parquets cirés, comme si la lumière elle-même célébrait la fin d'une malédiction séculaire. Claire Dubois reprenait progressivement ses activités de restauratrice, mais elle n'était plus tout à fait la même. La nuit du rituel l'avait profondément transformée. Son bref contact avec le monde des âmes prisonnières avait laissé une empreinte indélébile sur son esprit, comme une fenêtre à demi ouverte vers un autre plan d'existence. Dans chaque reflet, qu'il s'agisse d'une vitrine de musée ou d'une simple flaque d'eau, elle apercevait désormais des fragments d'histoires anciennes. Des visages du passé apparaissaient furtivement, des conversations d'un autre siècle résonnaient à ses oreilles, comme des murmures portés par le vent. C'est un don précieux, lui avait dit Bernard Lefebvre, le conservateur du château, un matin où il l'avait trouvé immobile devant un miroir de la Galerie des Glaces. Le vieil homme, libéré de l'influence maléfique de Valmont, était devenu un confident précieux. Vous êtes devenue une gardienne de la mémoire. Sophie Martinez, complètement rétablie de son expérience traumatisante, continuait de travailler comme assistante de Claire. Leur lien s'était renforcé après les événements qu'elles avaient traversés ensemble. La jeune femme ne gardait que des souvenirs fragmentés de son emprisonnement dans le miroir, mais elle développait une sensibilité nouvelle aux énergies du château. C'est comme si les murs eux-mêmes nous parlaient, confiait-elle souvent à Claire, alors qu'elle travaillait sur la restauration d'une fresque particulièrement ancienne. Un matin de juin, alors que le soleil se levait sur les jardins de Versailles, Claire fut appelée dans une aile peu fréquentée du château. Des ouvriers, en rénovant une petite antichambre, avaient découvert une cache secrète derrière une boiserie. À l'intérieur se trouvait une collection de documents datant de l'époque de Marie-Antoinette. Parmi les papiers jaunis par le temps, Claire découvrit le journal intime d'un certain Jacques Valmont, l'ancêtre de celui qu'elle avait affronté. Les pages révélaient l'histoire complète du miroir maudit et du cercle d'alchimistes qu'il avait créé. « Nous cherchions l'immortalité, écrivait Jacques Valmont, mais nous n'avons trouvé que la damnation. Le miroir est devenu notre prison autant que notre source de vie. Chaque âme capturée nous maintient en vie, mais consume un peu plus notre humanité. » Claire passait des heures à étudier ces documents, reconstituant patiemment le puzzle du passé. Elle apprit comment le cercle d'alchimistes s'était peu à peu déchiré, certains membres cherchant à détruire leur création pendant que d'autres, comme l'ancêtre de Valmont, sombraient dans une obsession morbide pour l'immortalité. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Claire reçut une visite inattendue. Une jeune femme se présenta comme étant la descendante d'une des servantes qui avait tenté de détruire le miroir pendant la Révolution. « Ma famille n'a jamais oublié, expliqua la visiteuse, qui s'appelait Marie. Nous avons transmis l'histoire de génération en génération, attendant le jour où le miroir serait enfin détruit. » Marie apporta avec elle des lettres et des journaux intimes qui complétaient les pièces manquantes du puzzle. Ces documents révélaient l'existence d'un réseau secret de familles qui, à travers les siècles, avait surveillé le miroir et protégé ses victimes potentielles. « Vous n'étiez pas seul, dit Marie avec un sourire chaleureux. Même si vous ne le saviez pas, nous veillions. » Cette révélation donna naissance à un nouveau projet. Avec l'aide de Sophie et de Marie, Claire entreprit de créer une archive complète de l'histoire du miroir et de ses victimes. Chaque âme libérée méritait d'être reconnue et honorée. Dans la Galerie des Glaces, à l'endroit exact où se trouvait autrefois le miroir maudit, un nouveau miroir fut installé. Il semblait ordinaire à première vue, mais Claire savait qu'il était différent. Les artisans qui l'avaient créé avaient incorporé des fragments de l'ancien miroir dans sa fabrication, mais cette fois, le verre avait été purifié par des rituels de protection. Ce nouveau miroir ne capturait pas les âmes, il les honorait. Parfois, quand la lumière frappait sa surface d'une certaine manière, on pouvait apercevoir les silhouettes paisibles de ceux qui avaient été libérés. Élise apparaissait souvent, son visage serein reflétant enfin la paix qu'elle avait tant cherchée. Les touristes qui visitaient le château ne remarquaient rien d'extraordinaire, mais ceux qui étaient sensibles aux énergies du lieu ressentaient une douce chaleur en passant devant le miroir, comme une bénédiction silencieuse. Claire continuait son travail de restauration, mais avec une perspective nouvelle. Chaque œuvre d'art, chaque meuble ancien qu'elle touchait lui racontait maintenant son histoire. Elle était devenue une sorte de médium entre le passé et le présent, préservant non seulement les objets physiques mais aussi les souvenirs qu'ils contenaient.
Sophie développa également des capacités particulières après son expérience. Elle pouvait parfois entendre des échos de conversations anciennes, des fragments de musique d'un autre siècle. Ces dons, loin de l'effrayer, l'aidaient dans son travail de préservation du patrimoine. Un jour, alors qu'elles travaillaient ensemble sur la restauration d'un tableau, Sophie posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps: « Regrettes-tu parfois ce qui s'est passé cette nuit-là » Claire prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Non, dit-elle finalement. Nous avons libéré des âmes prisonnières depuis des siècles. Comment pourrais-je regretter cela ? Le château lui-même semblait différent maintenant. Les couloirs autrefois hantés par des ombres menaçantes résonnaient désormais de l'écho joyeux des visiteurs. Les jardins, libérés de l'influence néfaste du miroir, semblaient plus vivants que jamais. Bernard Lefebvre, approchant de la retraite, commença à former Claire pour lui succéder comme conservatrice du château. « Versailles a besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment son âme, dit-il. Quelqu'un qui puisse entendre ses secrets et protéger ses mystères. » Les années passèrent, et l'histoire du miroir maudit devint une légende, chuchotée par les guides touristiques lors des visites nocturnes du château. Peu savaient que la vérité était encore plus extraordinaire que la légende. Claire continua à veiller sur les trésors de Versailles, gardienne silencieuse d'un héritage à la fois visible et invisible. Chaque matin, quand les premiers rayons du soleil illuminaient la galerie des glaces, elle s'arrêtait un moment devant le nouveau miroir, saluant silencieusement les âmes libérées qui avaient trouvé la paix. Et parfois, quand le soleil couchant baignait la galerie d'une lumière dorée, les visiteurs attentifs pouvaient apercevoir dans le miroir le reflet d'une femme en costume d'époque, souriant paisiblement avant de disparaître dans la lumière. C'était Élise, gardienne éternelle des lieux, veillant sur ceux qui, comme Claire, avaient appris à voir au-delà du reflet. La vie avait repris son cours à Versailles, mais quelque chose avait changé pour toujours. Le château n'était plus seulement un musée, un témoin silencieux du passé. Il était devenu un lieu où le passé et le présent se rencontraient, où les histoires anciennes trouvaient de nouvelles voix pour les raconter. Et dans chaque reflet, dans chaque surface miroitante du château, persistait l'écho d'une nuit où le courage d'une femme avait brisé une malédiction séculaire, libérant des âmes prisonnières et transformant à jamais l'histoire de ce lieu légendaire. Fin.